Vidéo de présentation pour le projet Gitli, projet web 2019. L'utilisateur commence sur la page d'accueil par laquelle il peut s'inscrire ou se connecter. S'il s'inscrit, il est invité à remplir un formulaire d'inscription dans lequel il remplit son nom d'utilisateur, son prénom, son nom, son adresse mail, un mot de passe et une clé d'API. Une fois le formulaire rempli, il est redirigé sur la page de connexion. À partir de cette page, il peut soit se connecter, soit redemander son mot de passe grâce au lien mot de passe oublié. Le mot de passe oublié demande l'adresse mail de l'utilisateur, que nous avons rempli plus tôt dans le formulaire d'inscription. On peut voir que le mail va arriver. Donc on peut voir que le mail a été reçu par l'utilisateur en question. On a un lien pour initialiser le mot de passe. Si je clique sur le lien, on nous demande du coup le nouveau mot de passe. Par lequel cet utilisateur peut se connecter. Maintenant, je vais enregistrer un deuxième utilisateur pour montrer qu'on gère plusieurs utilisateurs à la fois. Une fois cet utilisateur enregistré, il peut se connecter. Il est ensuite redirigé, donc une fois que l'utilisateur est connecté, il y a un cookie qui est gardé de son côté pour garder la connexion. Il est redirigé vers la page d'accueil de cet utilisateur qui affiche l'ensemble des activités qui correspondent à des activités qui regroupent plusieurs repos GitLab. À partir de cette page, il peut créer des nouvelles activités ou accéder à son profil. Sur son profil, il peut changer sa clé d'API. Par exemple, en cliquant sur ce bouton-là. Donc là, bien sûr, vu que la clé que je viens de rentrer n'est pas valide, nous avons un message d'erreur qui est indiqué. Ce message d'erreur est généré grâce au module Flash. On l'a remodifié pour avoir une clé valide. On voit que la clé est maintenant acceptée. On peut aussi, à partir de ce profil, changer le mot de passe. On voit que ce changement est effectif. Si j'essaie de me reconnecter maintenant avec le nouveau mot de passe, le serveur autorise la connexion. Une fois l'utilisateur connecté, il arrive sur sa page d'accueil. Sur sa page d'accueil sont affichées la liste de toutes ses activités avec une pagination. Et à partir de cette page, il peut accéder à son profil, sa page d'accueil, donc recharger la même page, ou se déconnecter. En créant une nouvelle activité, il est redirigé vers le formulaire de l'activité, où il doit lui renseigner son nom, la date de début et la date de fin. Le module dont l'activité fait partie. Et les enseignants référents. Ainsi que, enfin, la liste des étudiants qui sont liés à cette activité, pour les activités de cardinalité 1, c'est-à-dire un étudiant par repo. Une fois cette activité créée, elle s'affiche sur sa page d'accueil, avec un lien vers la page de gestion de l'activité. On peut bien sûr créer plus qu'une activité.
avec une date de début et une date de fin. Sachant que si la date de fin est inférieure à la date de début, un message flash d'erreur indique l'utilisateur que les dates ne correspondent pas à ce qui est attendu. Si on choisit des activités par cardinalité 2, c'est-à-dire qu'il y a 2 étudiants par repo dans l'activité, alors il faudra leur envoyer un formulaire qui correspondra au remplissage des repos. On a toujours cette liste d'étudiants à renseigner, mais pour des groupes de cardinalité 2, des mails vont être envoyés à chaque étudiant afin qu'il puisse remplir un formulaire. On peut voir que le GitLab Bravo renvoie des mails à chaque étudiant. Donc on a d'abord un mail qui indique l'étudiant que l'accès a été créé. Pour celui-là, c'est le groupe de cardinalité 1. On a aussi un mail qui a été reçu pour la réception du formulaire de l'activité 2. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Lorsque l'étudiant clique sur ce formulaire, il est invité à renseigner le nom de son groupe, le nom d'utilisateur GitLab de l'étudiant 1, et éventuellement le nom de l'étudiant 2 avec lequel il serait lié. Ce deuxième étudiant est optionnel car il se trouve de temps en temps que les groupes ne peuvent pas tout à fait se scinder en repo de 2 étudiants. Ceci pour éviter bien sûr toute erreur. Donc on a un message flash qui indique qu'un des noms d'utilisateurs GitLab n'existe pas. Si le nom d'utilisateur existe, il est ajouté bien sûr et le repo est du coup ajouté à l'activité. Une fois les noms d'utilisateurs corrects renseignés, le groupe est créé. Et on peut voir sur la page de l'enseignant qu'on a maintenant un membre dans cette activité de cardinalité 2, ce qui indique que le membre a correctement été inscrit à cette activité. À partir de cette page d'accueil, on peut aussi aller sur les pages de gestion des activités correspondantes. Par exemple, sur cette activité 2 qu'on vient de créer, on peut voir le groupe qu'on vient de créer. Et sur cette activité 1 qu'on avait créée plus tôt, on a les dépôts qui correspondent à chaque étudiant. Nous allons donc maintenant explorer la partie activité. Lorsque je vais sur la page d'une activité, je peux accéder au dépôt parent des activités créées. Si j'ajoute des fichiers sur le dépôt parent, Karine, fichier au pif, et que je recharge la page, je remarque que je peux effectuer une merge request de master. Donc là, c'est un peu long parce qu'il faut faire la requête pour chacun des dépôts. On peut observer donc que dans ce dépôt-ci, par exemple, on aura une merge request de master qui sera donc la copie de la branche qui a été créée sur le dépôt parent. Pour chaque dépôt, on peut afficher les statistiques. Lorsque le dépôt est vide, on a ce message-ci, dépôt vide. Maintenant que nous sommes sur la page des activités et que nous avons peuplé le dépôt de test, on peut aller voir les statistiques du dépôt de test. Et on voit que les graphes sont remplis et générés, ils sont remplis et générés dynamiquement. On peut voir que ce dépôt il est présent ici sur GitLab. On reprend bien l'historique, les stats à partir de l'historique du dépôt.
Parmi ces stats, on trouve du coup les extensions qui sont ignorées pour les stats. On trouve l'historique des ajouts par personne, l'historique des suppressions par personne, la part des contributions par utilisateur, la part des contributions en commentaire en moyenne par les utilisateurs, et enfin les responsabilités par fichier créé. Enfin, l'utilisateur peut se déconnecter et revenir sur la page d'accueil. Je vais maintenant vous présenter le système d'issue que nous avons implémenté. Donc lorsque l'on veut créer une issue, on peut choisir un titre et une description. Et on peut choisir de l'appliquer à plusieurs dépôts ou un seul. Par exemple ici je vais l'appliquer à tous les dépôts. La création d'issue est un peu plus rapide que celle des merge requests. Je peux observer que dans la liste des issues, j'ai cette nouvelle issue qui apparaît, et ce, sur tous les dépôts de la liste. Et si par exemple, lorsque je fais une nouvelle issue, si je choisis de sélectionner seulement un dépôt, l'issue ne va être créée que sur ce dépôt. On va voir qu'ici, sur ce dépôt-ci, il n'y a pas l'issue, et sur celui-ci, elle s'y trouve. Ceci conclut la présentation de notre projet.